Nous entamons notre dernière séance de la journée d'aujourd'hui, donc de cette rencontre. Trois interventions étaient au programme. Si l'Habib Kazdarli, en voyage, n'a pas pu nous joindre en raison de circonstances dues au retard de son avion. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter deux conférences. La première sera faite par Madame Samia Al-Machat, le Cheikh Abdelaziz Al-Thalbi ou l'impossible leadership. Vous avez la parole. Concernant l'intitulé du colloque et ma communication, je me limiterai à évoquer le parcours de Abdelaziz Thalbi et il ne s'agit pas d'évoquer ni le Marzen ni l'État-nation. Donc voilà, je préfère clarifier dès maintenant. Alors l'idée d'aborder justement aujourd'hui l'évolution de la pensée et la nature de l'action du Cheikh Thalbi m'est venue à l'occasion des échanges que j'ai eus avec Si Elias Jouini alors que le projet de colloque prenait forme. L'étude du parcours de Thalbi a abouti à un partage en deux séquences. Une première période marquée par le passage du réformisme culturel, conforme à celui des réformateurs de son époque, au réformisme politique, puis une deuxième phase marquée à la fois par l'engagement politique, l'exil et les échecs successifs. Qui est donc cet homme au parcours singulier? A-t-il laissé une empreinte sur le cours des événements? Répondre à ces questions revient à mettre en perspective les moments clés et les éclipses de ce parcours. Né à Tunis vers 1873 dans une famille d'origine algérienne, Thalbi fait de solides études à la Grande Mosquée où il se distingue par son esprit critique. Au cours de ses études, il fait scandale par ses opinions avancées et sa liberté de jugement sur les idées et les hommes. Ces qualités font de lui le disciple de nouvelles théories sociales et religieuses islamiques que prône El-Afrani et son disciple Mohamed Abdou. En 1897, Thalbi fonde le journal Sebil al-Rashid, où il publie des articles d'un style vigoureux et parfois violent, inspirés des nouvelles tendances de la pensée musulmane. Il se déclare affranchi du dogme, discute les principes du Coran, mais lorsque Thalbi défend ses conceptions dans la Tunisie de la fin du 19e, début 20e siècle, il se trouve largement minoritaire. En 1898, le journal est interdit sous la pression des notabilités zaytouniennes. Il quitte alors la Tunisie pour l'Égypte, où il suit les cours de Mohamed Abdou, et il est toutefois expulsé aussi du Caire pour sa doctrine hétérodoxe et retourne en Tunisie en 1902. De retour en Tunisie, il se fait d'abord remarquer en prenant les idées de Mustafa Kemal, alors fondateur et chef du Parti national égyptien. Ensuite, il n'hésite pas à remettre en cause la version idéalisée de l'islam telle qu'elle était enseignée à la Zitouna, en affirmant par exemple que le calife Othman a été le premier à instituer le despotisme et l'arbitraire dans le gouvernement islamique. Il n'hésite pas non plus à critiquer les méthodes et le contenu de l'enseignement zaytounien qu'il qualifie d'enseignement inopérant. Cette liberté de ton lui vaut rapidement une notoriété des plus fâcheuses parmi les professeurs de la Grande Mosquée et les juges des tribunaux charaïques. Dès lors, les forces du conservatisme, c'est-à-dire les chefs des confréries, les cheikhs de la Zitouna, se coalisent et lui intentent un procès pour blasphème en juillet 1904. Thalbi est déféré devant un tribunal religieux, le Chara de Tunis. Les cadis, aussi bien hanéfites que malékites, s'apprêtent à le condamner à mort pour blasphème et apostasie. La peine aurait même été prononcée, mais le directeur des services judiciaires musulmans, Henri Guyot, décide avec l'accord du secrétaire général du gouvernement de dessaisir le Chara de l'affaire, estimant que Thalbi devait être poursuivi pour délit d'opinion devant une autre juridiction. Dans l'intervalle, il est écroué à la prison civile de la rue de l'Église et c'est au cours des déplacements entre la prison et Dar el-Bey, où se trouve d'ailleurs
les services judiciaires musulmans, que des manifestants tentent de le lyncher. La date de la première manifestation est incertaine. Elle a eu lieu probablement le 1er juillet, la seconde le 5 juillet. En le traduisant devant le tribunal non religieux, la Driba donc, les autorités du protectorat veulent à la fois éviter à Thalbi une peine trop lourde, mais elles s'efforcent de ménager les forces du conservatisme qui n'auraient pas accepté un acquittement pur et simple. La défense de Thalbi est assurée par un avocat français, maître Louis Coulon, et par maître César Benatar, qui est un protégé britannique. La Driba, pour calmer les esprits, le condamne à 2 mois de prison. Les journaux arabes unanimes le condamnent. En revanche, la presse française le soutient. Et ce procès est d'autant plus intéressant qu'il est un épisode instructif permettant de prendre la mesure du chemin parcouru par le cheikh Thalbi. En effet, durant ces années 1897-1905, son combat n'est pas anticolonial, ce qui lui vaut d'ailleurs quelques amitiés au sein de l'administration coloniale. Son combat se concentre essentiellement sur le conservatisme religieux, et c'est là sans doute que Thalbi capte le plus l'attention dans l'acuité de sa vision relative aux faits religieux, cette intuition historique qui le mène, où longtemps après lui n'osent encore aller des nationalistes qui se réclament pourtant des mêmes principes. C'est ainsi qu'il inspire et rédige en collaboration avec Hedi Seb'i et maître César Benatar l'esprit libéral du Coran. Dans cet ouvrage, publié en français et en arabe, une question taraude les auteurs. Comment a-t-on pu faire du Coran, disent-ils, écrivent-ils, un instrument d'intolérance et de fanatisme à rebours de la pensée essentielle du livre de la religion musulmane, qui se résume, selon eux, au respect des autres religions et de la liberté de croyance. La solution pour Thalbi va de soi, tout en rappelant que l'esprit du Coran est compatible avec une vision moderne et libérale de la société. Il prône l'instruction des filles et la suppression du voile traditionnel. Thalbi intègre également un autre élément dans sa dédicace au sénateur Ernest Val, président du Parti radical et ministre de la Justice de 1902 à 1905. Thalbi écrit dans sa dédicace « Les musulmans doivent même se donner entièrement à la France » et d'ajouter avec la collaboration civilisatrice de la France, les esprits musulmans pourraient contribuer un jour, en collaborant avec leurs protecteurs, à l'avancement de la civilisation mondiale. Pour Thalbi, le devoir de civilisation, credo du discours colonial, n'est pas une formule vaine. Il semble ainsi se rallier au courant assimilateur. Cette option-là, à cette période-là, n'a rien de surprenant, mais déjà l'argumentation justifiant le statu quo a quelque peu perdu de sa consistance. De fait, quelques années plus tard, une profonde mutation s'opère dans la pensée de Thalbi, qui s'investit désormais dans l'action nationaliste. En 1910, la lutte anticoloniale vient se greffer à la lutte contre le conservatisme religieux. Pour Thalbi, les deux aspects relèvent d'une même problématique. Il crée plusieurs cellules du parti Jeunes Tunisiens avec Ali Bachab, collabore au journal Le Tunisien, dont il rédige l'édition en langue arabe. Lors des troubles du Djellaz en 1911, il est signalé comme l'un des meneurs, mais sa participation n'ayant pas été établie avec certitude, il n'est pas inquiété. En février-mars 1912, toujours aux côtés de Ali Bachab, il est l'un des promoteurs du boycottage des tramways de Tunis. Il est alors expulsé le 13 mars en même temps qu'Ali Bachab et ses amis pour activités politiques jugées dangereuses. La mesure est rapportée quelques mois plus tard. Thalbi revient à Tunis le 26 août 1913, mais en juillet 1914, son souhait de partir au Caire et d'obtenir donc un passeport se heurte au refus des autorités du protectorat. En réaction, il multiplie les interventions publiques où il dénonce le contraste entre ce qu'il appelle la barbarie des méthodes françaises et le libéralisme anglais en Inde. L'arme théorique capable d'exalter les foules lui fera toutefois défaut. Thalbi, mariant l'idéalisme, la dénonciation des abus et le respect de la légalité, ne peut embrasser toute la réalité. En juin 1919, invoquant des raisons de santé, il obtient cette fois un passeport et s'embarque le 10 juillet pour Marseille.
avant de se rendre à Paris au mois de septembre. Les autorités françaises le soupçonnent alors d'avoir combiné, là je cite une note des services de renseignement, d'avoir combiné avec Mohamed Bachham tout un plan d'action d'inspiration allemande dans le but de changer la forme de gouvernement en Tunisie, ce qui constitue, précise encore cette note, les crimes de complot contre la sûreté intérieure de l'État prévus par les articles 68 et 70 du Code pénal tunisien. Les agents de Guillaume II ne sont peut-être pas étrangers au développement simultané de mouvements contestataires dans l'empire colonial français, priver la France du renfort de ses possessions coloniales et faire même de celles-ci son talon d'Achille, c'est après tout de bonne guerre. À cette crainte, toutefois, d'une action allemande s'ajoute également, selon les autorités françaises, la jonction panislamisme et communisme, tels sont les deux leviers qui vont être mis en action contre nous avec la coopération de Thalbi. La liaison entre les deux éléments ne tarde pas à s'opérer et dès l'arrivée de Thalbi à Paris, on voit s'ouvrir pour lui tous les cénacles où les agents de Moscou, avec l'estampille de Berlin, préparent l'avènement du grand soir. Il va sans dire que le propos est excessif. Plus sûrement, les 14 points de Wilson, la création de la Société des Nations et les assurances données à l'Égypte ont constitué des éléments décisifs dont les effets ne vont pas tarder à se faire sentir. De juillet 1919 à juin 1920, Thalbi représente à Paris le parti jeune tunisien dont il défend les revendications, mais ce n'est pas à la France qu'il qualifie de nation noble et généreuse, que Thalbi va s'attaquer ouvertement, mais aux Français de Tunisie à la résidence générale, qui sont, selon sa formule, le pire des fléaux. À Paris, Thalbi concentre l'essentiel de son activité sur une tâche difficile, écrit-il dans une correspondance. Cette tâche consiste à mettre la question tunisienne sur le tapis et à commencer à en parler. Fin décembre 1919, il publie l'ouvrage rédigé en collaboration avec Ahmed Saqqa, La Tunisie martyre. Cet ouvrage qu'il adresse au président Woodrow Wilson témoigne d'une réflexion plus large. L'ouvrage dénonce de manière générale les excès du colonialisme, les dangers de la politique française. Dans ce pamphlet diffusé en Tunisie malgré son interdiction, Thalbi oppose la tyrannie française au régime qu'il juge libéral, antérieur à 1881. Il reprend, en l'adaptant aux nouvelles conditions, l'essentiel du pacte fondamental promulgué par Mohamed Bey en 1857 et de la Constitution de 1861 octroyée par Mohamed Sedq. Les deux textes, on le sait, ayant été élaborés sous la pression des puissances européennes qui veulent protéger les intérêts de leurs propres ressortissants vivant en Tunisie. Thalbi tire deux conséquences de ces analyses. En premier lieu, la politique française porte atteinte, dit-il, à la personnalité tunisienne. C'est pourquoi il réclame le rétablissement de la Constitution et le respect des libertés publiques. Ensuite, il affirme que la Tunisie n'a pas cessé en droit d'être souveraine. Thalbi, dans cet ouvrage, dénonce également les abus administratifs, l'expropriation des paysans au profit des colons, mais c'est au service militaire qu'il réserve les critiques les plus sévères. C'est un puissant instrument, écrit-il, de dissolution de notre organisation sociale et de notre abaissement aux yeux du monde civilisé. Il est organisé pour servir d'instrument à l'impérialisme du gouvernement français. En ce sens, Thalbi entend présenter une explication actualisée de la nature destructrice du colonialisme français, où l'exploitation et la dissolution de la société tunisienne jouent un rôle primordial. Il conteste la thèse selon laquelle la colonisation peut être un facteur de progrès. Bien au contraire, Thalbi estime qu'elle utilise par le travail et divers modes de pillage les formes primaires de l'exploitation. Dans sa conclusion, tout en condamnant une fois de plus l'action de la France en Tunisie, il réfute désormais l'idée de mission civilisatrice. Il conclut, nous pensons que la civilisation française est pourrie et ne nous convient pas. Ce qui est à retenir de la Tunisie martyre, c'est que nulle part il n'est question de destinée commune. Le Tunisien n'a plus pour vocation de rejoindre son éducateur entre guillemets. Thalbi prend définitivement ses distances, à la fois avec l'idée de réforme dans le sens du progrès qu'avec l'assimilation, qui selon ses défenseurs devrait transcender la hiérarchie
établit des civilisations pour créer une communauté réelle et prometteuse. C'est une rupture majeure dans la pensée de Farabi. Cette analyse des mécanismes du colonialisme et du rejet qui en découlent, puis le retentissement de l'ouvrage, ne sont évidemment pas sans effet sur l'opinion tunisienne et sur les autorités du protectorat. Cet ouvrage en rupture avec l'idée d'assimilation semble en effet ouvrir de nouvelles perspectives d'émancipation politique. En février 1920, une note de la résidence générale s'inquiète de cet appel presque ouvert à la révolte et accuse encore une fois l'Allemagne, défaite après l'armistice de novembre 1918, d'être derrière le mouvement de contestation qui se dessine en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On s'expliquerait mal, selon cette note, en effet, les progrès de l'agitation nationaliste en Égypte, en Tunisie et même en Algérie, si on ne voulait y voir que le développement d'un mouvement spontané résultant de l'évolution économique et intellectuelle des populations. Du jour où l'Allemagne avait constaté le rapprochement de la France et de l'Angleterre, consciente de la menace qui pesait sur le monde, elle avait envisagé comme l'un des plus sûrs moyens de les atteindre dans leur force vitale la création d'insécurité dans leur domaine d'outre-mer et d'ajouter un pamphlet représentant la Tunisie comme victime de l'impérialisme de la France et subissant avec la décadence de ses institutions nationales le joug le plus tyrannique et le plus odieux, arrivé à point nommé pour servir les desseins de l'Allemagne. Plus grave encore, du point de vue de cette note de la résidence générale de février 1920, l'ouvrage de Faalbi contient le programme de toute une campagne de propagande capable de nous susciter en Tunisie, voire en Algérie, les difficultés que l'Angleterre connaissait en Égypte. Pourtant, la relecture aujourd'hui du texte de la Tunisie martyre ou des déclarations de Faalbi dans les années 20 et au-delà des années 20 donne une impression de critique assemblée plus que celle d'un véritable programme. Le but est clair, certes, la fin de la colonisation, mais les moyens pour y parvenir ne sont pas constitués en un système cohérent et pratique. Cette absence de formulation d'une stratégie de combat imprimera d'abord au destour, ensuite à l'archéodestour un mode de fonctionnement où l'action directe et la résistance armée ne trouvent pas leur place. Dans l'immédiat, toutefois, la collecte organisée à Tunis pour subvenir aux besoins, selon une formule de la résidence, de Faalbi à Paris ajoute aux troubles du résident général Lucien Saint. La publication à Paris, note-t-il, de la Tunisie martyre a pu laisser croire à certains de nos protégés que les menées anti-françaises de Faalbi ne rencontraient aucun obstacle. Pour appuyer sa démarche, le résident met l'accent sur la nécessité de surveiller les agissements de Faalbi et qu'un avertissement surtout lui soit donné. De fait, les autorités militaires veillent au grain. À l'issue des perquisitions simultanées à Paris et au domicile des correspondants de Faalbi à Tunis, il est inculpé de complot contre la sûreté de l'État. Arrêté le 31 juillet 1920, il est transféré à la prison militaire de Tunis le 21 août 1920 pour être traduit devant le Conseil de guerre. À ce stade, le Quai d'Orsay est amené à réagir. Il cherche, semble-t-il, à se démarquer des méthodes employées. Il rejette la responsabilité de l'arrestation sur les autorités militaires françaises et juge les perquisitions et l'arrestation de Faalbi illégales. Il ne peut accepter son transfert dans les conditions d'ailleurs inconcevables dans le cadre juridique français. À l'évidence, la note de la direction des affaires politiques du Quai d'Orsay se distingue par son contenu. L'analyse des faits est en tous les cas novatrice pour un Quai d'Orsay toujours coincé dans le schéma habituel, celui de la défense de l'Empire. Certes, l'auteur de la note d'août 1920 n'a pas esquissé une attitude libérale pour autant que ce soit son objectif, mais il convient de prendre ses distances et de se montrer prudent, car cette arrestation, écrit-il, a provoqué dans la population tunisienne un émoi considérable. Cette mesure, loin de produire les effets escomptés, ne fait qu'accroître la vénération véritable dont Faalbi est l'objet de la part des Tunisiens. Ensuite, l'auteur de la note précise que l'incompétence du Conseil de guerre de Tunis est certaine. Faalbi n'étant pas domicilié au moment des faits à Tunis, le décret du 2 août 1914 s'applique à un territoire, la Tunisie, et ne peut donc avoir d'effet sur le territoire français qui a des lois propres. Les délits reprochés à Faalbi n'étaient pas prévus ou punissables par la loi française. Comment un étranger peut-il être arrêté pour les avoir commis en France, conclut-il. Cependant, la résidence générale, persuadée de pouvoir gagner la partie qui se jouerait devant le tribunal militaire, ne partage pas le point de vue du Quai d'Orsay et approuve l'arrestation de Faalbi et son transfert à Tunis. Pour la résidence, cette sanction est d'autant plus nécessaire
que par habitude séculaire, les Orientaux ne pouvaient comprendre le pardon s'il n'est précédé de la soumission complète et de la demande d'amen. La précision est significative, la conclusion évidente, il faut sévir. Le résident général Lucien Saint réside alors de maintenir l'état de siège établi en 1914 pour ne pas dessaisir le Conseil de guerre qui devait juger de l'affaire. La levée de l'état de siège aurait en effet impliqué la compétence de la juridiction civile française. L'intérêt des autorités françaises face à cette attitude de Lucien Saint est donc de boucler l'affaire rapidement, qui, tant qu'elle n'aura pas été jugée, entretient dans les esprits en Tunisie un trouble regrettable, souligne une note du Quai d'Orsay au garde des Sceaux du 7 janvier 1921. Le Quai d'Orsay presse ainsi le ministre de la Justice pour qu'une rapide décision soit prise par la Cour de cassation au sujet du pourvoi formé par Taalbi et permettre ainsi le prompt achèvement de l'instruction, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, demande la levée de l'état de siège dès la clôture de l'instruction de l'affaire Taalbi. Lucien Saint, désormais sous pression, décide avant la fin de l'instruction de lever le 29 mars 1921 l'état de siège, mais maintient malgré tout la compétence des tribunaux militaires en matière de crimes et délits. Le 17 juin 1921, Taalbi est toutefois libéré. De longues procédures aboutissent en effet à une décision de non-lieu. Et le 18 juin 1921, le général Robillot, commandant la division d'occupation de Tunisie, ordonne la cessation des poursuites contre Abdelaziz Taalbi et Ahmed Sakka. Taalbi connaît alors une popularité croissante. Des souscriptions sont ouvertes à Sfax et à Béja à son profit, tandis que Tunis socialiste appuie le programme de revendication en 8 points du Destour, fondé en 1920, que j'évoquerai plus tard si une question m'est posée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que désormais la question nationale est bel et bien posée. Le Destour gagne en audience de 1920 à 1922. En novembre 1923, la résidence générale estime à 85 000 le nombre d'adhérents au Destour. Cependant, ni la nature des revendications du parti, ni la notoriété n'ont permis au cher Taalbi, président du Destour, d'assurer de manière durable le leadership du mouvement du nationalisme tunisien. La date du 5 avril 1922, qui a déclenché un renouveau d'attaque de la part de ses adversaires, lui est fatale. Il est alors contraint de quitter le pays pour un exil qui va durer de 1923 à 1937. L'action tunisienne souligne quelques années plus tard que son départ en exil en juin 1923 s'est effectué dans une indifférence à peu près totale. Ce départ annonce déjà sa retraite forcée de 1940. Taalbi aborde ainsi une traversée du désert qui l'éloigne progressivement des réalités tunisiennes. Pour autant, il ne renonce pas à ses activités en multipliant les déplacements, d'abord en Italie, en août 1923, où il reçoit, précise-t-il, dans une correspondance un accueil favorable, ensuite à Constantinople et au Caire. Les démarches de Taalbi en Égypte, notamment auprès des organisations nationalistes arabes et des Tunisiens installés dans ce pays, n'ont pas eu les effets espérés. Au Caire, Taalbi est rapidement confronté à des difficultés financières. Il ne tarde pas ainsi à se retrouver en 1924, selon Henri Gaillard, ministre de France au Caire, dans un très modeste logis. Il vit actuellement avec les maigres subsides qu'il a pu recueillir à Constantinople et qui seront vite épuisés. Malgré de pressantes démarches, selon toujours cette note, auprès des Tunisiens installés en Égypte, il n'a pu obtenir d'eux aucun appui et son projet de fonder ici un club tunisien ne pourra vraisemblablement pas se réaliser. Taalbi n'a pas trouvé meilleur accueil auprès des nationalistes égyptiens. Ils lui ont apporté aucune aide, bien qu'il ait fait tout son possible pour les intéresser au mouvement nationaliste tunisien. Le destin de Taalbi paraît donc très incertain, mais son influence est toujours jugée menaçante à long terme, d'où l'intérêt de l'éloigner du Caire et de l'Afrique du Nord tout en facilitant son départ pour Bagdad. Gaillard explique qu'il est préférable que son séjour au Caire ne se prolonge pas, car les Tunisiens sont nombreux en Égypte et Taalbi serait peut-être arrivé à la longue à exercer une certaine influence sur eux. D'autre part, pour vivre, il était obligé d'écrire dans les journaux locaux et la presse égyptienne exerce une certaine action en Tunisie. À Bagdad, au contraire, il n'y a pas de colonie tunisienne et les journaux de cette ville n'ont aucun rayonnement en Afrique du Nord. Le premier signe de tension émane de Végan, qui était haut-commissaire de France à Beyrouth, qui refuse le visa de passage de Taalbi pour Bagdad via Damas. Lucien Saint, qui partage le point de vue de Gaillard, proteste
auprès de Édouard Herriot, demande à Weygand d'accorder ce visa, mais Weygand maintient son refus et laisse entrevoir une personnalité nettement plus engagée. C'est moins ce que Thalbi représente que ce qu'il dit qui constitue désormais une menace. Cet individu, écrit Weygand, qui est devenu un agent notoire de propagande anti-française, s'est signalé en Palestine par de violentes attaques contre le mandat français et son apologie du régime anglais. Passé à la solde de l'Angleterre, cet individu est devenu à l'étranger un instrument d'agitation très violent. Il est regrettable pour la politique française en Orient, qui n'ait pu être retenue en Tunisie. Mais de 1924 à 1936, pour les autorités de la résidence, tout projet de retour de Thalbi est inenvisageable. Il a fallu attendre la victoire du Front populaire. Je passe sur les réactions des résidents et des renseignements généraux sur un éventuel retour de Thalbi en Tunisie. Il a fallu donc attendre la victoire du Front populaire au printemps 1936 pour que de nouvelles perspectives s'ouvrent. Le 11 août 1936, le néo-Destour demande solennellement au résident général Guillon le retour du cheikh Thalbi en Tunisie. La lune de miel sera pourtant de très courte durée. Pour l'heure, son arrivée à Tunis le 8 juillet 1837, après 14 ans d'exil, fait sensation. Une foule enthousiaste l'accueille, tandis que le néo-Destour fête son retour. Le meeting à Gambetta Park, le 13 juillet 1937, consacre le rôle clé de Thalbi dans l'affirmation du nationalisme tunisien. Bourguiba le présente même comme le père du Destour. En réponse, Thalbi lance dans son discours un véritable appel à l'indépendance et à la libération de l'Afrique du Nord. Dès lors, le danger ne réside plus dans l'activisme du néo, mais dans le retour de Thalbi qui, selon le résident Guillon, donne une nouvelle signification à la lutte nationale. L'été 1937 est donc celui de tous les risques, d'autant que Thalbi confère à son retour un objectif prioritaire, celui de la réunification des deux parties. Il pense pouvoir ainsi amorcer la première étape d'un processus qui doit théoriquement le conduire à la tête du mouvement. Dans un premier temps, le néo-Destour joue le jeu de la tentative de réunification. Il accepte le 21 juillet 1937 le principe d'une réunion entre la commission exécutive et le bureau politique sous la présidence de Thalbi. Une commission de liaison est créée à l'issue de la réunion. Elle a pour mission de relancer la dynamique de la fusion et de définir les objectifs. Le 5 août 1937, une motion d'union est publiée dans les journaux tunisiens, mais les apparences sont trompeuses et le consensus est des plus limités. C'est évidemment la prétention de Thalbi de contrôler le mouvement qui a ouvert entre lui et Bourguiba la fracture la plus large. Sans doute inquiet pour son prestige, Bourguiba refuse la mise en place d'un comité supérieur dit comité d'examen et d'études politiques, investi de pouvoirs importants et présidé par Thalbi. Le fil du dialogue est alors rompu, les rapports ne tardent pas à se dégrader. Dès le mois d'août 1937, l'attitude d'hostilité déclarée de Bourguiba à l'égard de Thalbi met un terme à tous les espoirs. D'août 1937 à mars 1938, ce qu'on a appelé les bagarres entre les partisans de l'un et l'autre parti se suivent et se ressemblent. Oui, d'accord. Se suivent et se ressemblent, tandis que l'archéo-Destour, je pense que je suis en train de dire des choses importantes, donc je peux avoir 3 minutes de plus. Tandis que l'archéo-Destour, à l'issue justement de ces confrontations, renvoie de plus en plus l'image d'un parti en déclin. L'échec de la tournée de Thalbi au Sahel en août 1937, où Bourguiba l'avait précédé pour prévenir les militants de la duplicité de son rival, est complet. Il est conspué aux cris de dictateur, de traître et de vendu aux résidents. La bataille se poursuit ensuite au cœur du bastion de l'archéo-Destour, la région de Mater. Il s'agit cette fois d'abattre ce parti et son président. Le néo mobilise alors militants et hommes de main pour barrer la route à Thalbi. Quant à Bourguiba, il n'hésite pas à recourir à la violence, à laquelle s'oppose pourtant l'un de ses plus fidèles partisans, Tahar Sfar. La violence culmine avec la tentative d'assassinat de Thalbi à Mater. Le 25 septembre, la ville de Mater est envahie par une foule de contre-manifestants venus de Bizerte et dont certains sont armés. Des coups de feu sont tirés sur la voiture du chef de l'archéo qui en réchappe, mais on compte un mort parmi ses partisans, une vingtaine de blessés et une centaine d'arrestations. Les rapports de police, la presse invoquent la responsabilité du néo, mais Bourguiba poursuit sans relâche la lutte contre son rival. C'est à Béja que se déroule une autre bagarre importante, le 3 octobre 1937. À Béja, le néo prend prétexte de la présence de la gendarmerie pour la déclencher
Charles Soman y rapporte que, voulant disperser un rassemblement de manifestants indigènes massés sur la route de Tunis pour empêcher le cheikh de prendre la parole à Béja, une patrouille de gendarmes lapidés a fait feu pour se dégager. Le bilan, là aussi, s'élève à un mort et 16 blessés, dont 4 gendarmes. Taalbi renonce pour un temps au déplacement. En mars 1938, une dernière tournée dans le Sahel où il s'en prend directement au président du Néo, mais déjà l'Archéo Destour et Taalbi ont perdu la partie. Le Néo Destour est désormais le seul maître du terrain. En guise de conclusion, quelques remarques et constats. Le parcours de Taalbi durant toutes ces années nous laisse envisager l'idée d'un homme qui n'a pas bénéficié de circonstances favorables pour pouvoir donner toute sa mesure. À son retour d'exil, il a eu du mal à appréhender de nouvelles réalités ainsi que les profonds clivages politiques et générationnels. Ses études à la Grande Mosquée l'ont évidemment placé à son retour dans le camp des conservateurs, alors que son discours d'avant l'exil, on s'en souvient, était critique à leur égard. Taalbi, l'incertitude à partir de 1937 renforce le besoin d'ancrage dans le passé et dans la religion. Taalbi s'est ainsi enfermé dans un cadre qui ne facilite plus l'évolution ou la réalisation des aspirations. Divergences tactiques, mais également différences de culture politique entre anciens militants issus de la bourgeoisie citadine et militants activistes accentuent le décalage. Et ce n'est pas la franche hostilité de Bourguiba qui peut aider Taalbi à surmonter ces difficultés. Mais d'autres raisons expliquent ces échecs. D'abord, Taalbi, resté fidèle à la tradition de l'Archéo Destour, n'a pas disposé d'une force politique cohérente et organisée, à l'inverse du Néo Destour qui apparaît comme une organisation autrement plus efficace que toutes les formations nationalistes l'ayant précédé et qui a réussi l'articulation entre le peuple et le parti. Ensuite, Taalbi a rencontré des adversaires irréconciliables qui dénonçaient en lui tous les dangers. Inconsistance des analyses, radicalisme velléitaire, absence d'un véritable programme politique, etc. Pour ceux qui ne lui reconnaissent aucune autorité morale, il n'apparaît plus comme un recours possible. Et son retour en 1937 n'a pas brisé son isolement. Son décès en juillet 1944 n'a pas suscité une émotion nationale. Enfin, le Néo Destour et Bourguiba lui ont dérobé le rôle de leader du mouvement d'indépendance. En définitive, le caractère de destin contrarié, inachevé, résume parfaitement le parcours d'homme public de Taalbi. Merci, Madame Machat. Je voudrais faire une mise au point. Nous sommes à la fin de la journée et j'ai le rôle très ingrat de rappeler de temps à autre les limites de temps imparties à tout un chacun. Ça n'a rien d'une position d'appréciation, dans l'appréciation du contenu. Madame Machat, ce que vous avez dit est très important, mais je suis là pour remplir une fonction. Je cède immédiatement la parole à mon collègue Sichem, qui va nous parler d'épuration, point d'interrogation, d'une transition à l'autre. Merci. La période, on dire, cette période qui va des années 30, qui déborde sur les années 40, à l'actualité, enfin presque, à l'immédiate post-révolution, avant de revenir vers notre thème qui est la transition entre le Makhzen et l'état d'indépendance. Donc, lorsque mon ami Elias Jouini m'a proposé ce va-et-vient, je me suis accroché justement à ce mot, assez vilain, je dois dire, qui est le mot épuration. Parce qu'effectivement, non seulement ce mot, ce vocable, emplit l'air du temps, jusqu'à notre actualité immédiate, mais il a scandé aussi ces deux temps de transition que sont la transition, le passage de l'indépendance à la construction de l'État et le passage, ce qu'on a appelé un peu abusivement, ce trajet entre la révolution, comme étant la révolution et l'institutionnalisation, comme si le plus court chemin de l'insurrection à la démocratie, c'était ce qu'on a appelé la fameuse transition démocratique. Je m'en vais donc dire deux mots
je ne vais pas trop m'apesantir sur cette période-là, mais surtout pour essayer, pour saisir les quelques problèmes qui ont été évoqués avant. Sans plus, si vous voulez, ça va me servir d'introduction pour revenir à notre thème de départ. Je vais commencer donc par dire que ces deux transitions, entre ces deux transitions, moi je ne vois pas de filiation. Je suis en histoire un discontinuiste absolu. Je ne crois pas qu'il y ait des fils cachés entre la Révolution et Bourguiba. Je ne le crois pas trop. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui travaille les imaginaires, mais je ne crois pas que dans l'insurrection de décembre jusqu'à janvier 2011 et comment dire, la mémoire, il y ait chez cette jeunesse une représentation immédiate, peut-être un submémoire, un subconscient, je ne sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas de cause à effet immédiat, je ne le crois pas. Ou alors, il faut travailler et se lever tôt pour le faire. Ça n'est pas encore, la décantation n'est pas encore faite. Il n'empêche, je maintiens, je soutiens qu'il y a quand même matière à problématisation entre ces deux moments. Je vais parler de la première épuration. J'ai dit que ce mot, il a d'abord une connotation à la fois un peu médicale et un peu messianique. Vous savez, quand on dit purifier, c'est purger, ça. Le mot de la post-révolution dans les cours des débats de la fameuse commission instance Ben Achour, je ne vais pas trop la nommer parce qu'on risque d'y passer longtemps. Je vais le dire une seule fois et après je dirai Ben Achour, l'instance de réalisation des objectifs de la révolution, la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution et de la réforme politique. Donc les débats qui ont eu lieu autour de cette fameuse épuration portaient sur un vocable évident. On parlait de tahsin, qui veut dire médicalement immunisation. Il s'agit de vacciner, si vous voulez, de faire en sorte que les Azlam, les vestiges du pouvoir, ne reviennent pas, ne puissent plus revenir. Il ne s'agit pas, comme on va le voir avec Bourguiba, de leur faire rendre gorge, comme on dit, ni d'opérations punitives a posteriori, même si ça va se faire en sourdine pour beaucoup d'autres personnages devant les tribunaux, mais au sens politique pur de l'épuration, il s'agissait de faire barrage, et au fond, il s'agit d'une attitude un peu frileuse, pour tout dire. On peut le dire maintenant, hein, au-delà de la phraséologie du moment, au-delà des bruits de fureur qui emplissait les travées de la haute instance, je ne crois pas, je crois qu'au fond, il y avait une certaine une angoisse de les voir revenir. Donc ça, on va y venir après, je le mets par devers moi pour y revenir tout à l'heure. Donc comment va se passer cette opération d'immunisation? Elle va se faire en deux temps, ou plutôt se faire à un moment et se défaire dans un deuxième temps. Le premier moment, c'était au sein de la commission Ben Achour, de l'instance Ben Achour, qui est très vite, il y a une sorte pas vraiment de consensus, mais de majorité nette, pour une vaste purification, entre guillemets, pour une liste d'exclus de la participation politique très longue, qui se comptait par milliers. Et très vite, il y a eu une levée de boucliers, y compris chez des gens qui ont connu les affres du temps de Ben Ali. Donc, il y a eu, au bout d'un certain temps, un tel flottement qu'il a fallu demander l'arbitrage de qui? De Béji Caïd Sebsi, qui était Premier ministre, et qui va s'opposer, on comprend pourquoi, à une opération de grande envergure. Donc il va y avoir une sorte de bras de fer entre l'exécutif et ce qui tient lieu de législatif et qui ne l'était pas. Vous savez, je crois qu'il y a une juriste, je me demande si ce n'est pas Badinter, qui a dit que la Tunisie vivait un moment de lévitation juridique, parce qu'il n'y avait pas d'institution légitime élue qui pouvait légiférer.
et un exécutif qui était largement issu de l'administration, pour ne pas dire autre chose, d'ancien régime. Donc on était dans un moment de flottement et qui a permis effectivement qui a fait que ce bras de fer dure un moment. Finalement, je crois qu'il faut ici reconnaître une certaine astuce, une roublardise inattendue de la part de Ayad Ben Achour, qui a fini par trouver la formule qui a marché, qui est une formule qui est ne pas limiter, ne pas dire le nombre, ni la durée. Est-ce qu'on revient à 2080, à toute la période Ben Ali, 23 ans en arrière, ou alors on reste aux 10 dernières années, ce que soutenait Beji Caïd Sebsi. Finalement, il y a eu une commission, présidée d'ailleurs par un historien, Moustratéli, pour ne pas le nommer, et qui a fixé globalement, on le sait maintenant, le nombre d'exclus, de purifiés, à 8000 plus 3000 Mounechidines. Les exhortateurs, comme on dit à l'époque, ceux qui ont appelé à l'élection de Ben Ali une énième fois. Donc, ce chiffre-là a été suggéré, mais il était donné à la commission, à l'ISI, première du nom, de statuer elle-même, selon des critères. De fait, cette formule a marché. Et il y a eu globalement, à part ceux qui sont passés entre les gouttes, comme quelques élus de Moubadara, je crois, sinon, et qui étaient acceptés largement, la plupart des figures les plus emblématiques de l'ancien régime n'ont pas été élus et ont été complètement écartés. Maintenant, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est on a une ANC sur place, le débat va reprendre, va rebondir. Surtout que le NAVA, qui était plus porté à certaines formes insidieuses, pas dites en sourdine de compromis, mais elle était aiguillonnée par ses propres, j'allais dire excités, en fait, c'est sa propre base, mais aussi le parti aiguillant qui s'appelait le CPR, et qui va faire que le débat sur une loi organique sur l'immunisation soit à nouveau mise au tapis. Là, ce qui va arriver, c'est un équilibre des angoisses cette fois-ci. Au bout d'un certain temps, il y a eu deux processus, deux tropismes. Le premier qui était un tropisme de normalisation de la part de l'islam politique, et le deuxième tropisme qui était le corps de ce qu'on a appelé de manière un peu trop, à mon sens, pas œcuménique, mais un peu trop flottante, c'est le camp moderniste, et qui regroupait les emblèmes de l'ancien régime autour de Beji Caïd Sebsi. Bon, je simplifie, je sais, mais il faut faire vite. Et beaucoup d'autres issus d'autres familles politiques, même de la gauche, du syndicalisme, etc. On ne va pas entrer dans le détail, dans le risque de m'engueuler. Donc, mais finalement, cette loi organique ne verra jamais le jour. Elle va s'enliser justement dans ce qu'on appellera par la suite ce passage de l'impératif d'immunisation à l'impératif de réconciliation, sanctionné par la mise en place de l'IVD, et du fameux consensus qui va être d'autant plus pressant qu'un contexte géopolitique a changé, il y a eu un séisme en Égypte, et puis le besoin de normalisation de l'islam politique va se faire plus pressant. Donc, le consensus à la tunisienne était un mouvement de panique des deux côtés, quoi, ou surtout un moment. Vous savez, un consensus, ça maquille toujours un rapport de force. Ce rapport de force-là, on n'a pas le temps peut-être d'aller dans le détail, mais on va dire qu'il y a eu un certain équilibrage qui a obligé tout le monde à oublier ou à se distraire, à laisser s'enliser cette notion d'épuration qui au début était un impératif de la post-révolution immédiate. Par la suite, ça va devenir rentrer dans les limbes d'une sorte de no man's land politique improbable et sur lequel peut-être on est encore en train de nager les uns comme les autres. Maintenant, à partir de cette scène qui est plus proche de nous, je vais essayer
de me projeter un peu en arrière pour voir ce qu'il en est de l'épuration à la Bourguiba, l'épuration à Bourguiba. La première chose que je dois absolument noter, c'est que il faut prendre beaucoup de pincettes pour utiliser le mot épuration. Parce que, si vous voulez, le règlement de compte des gagnants contre les perdants de l'indépendance s'est fait largement en 55-56. C'est-à-dire dans cette quasi-guerre civile, il faut bien le dire, contre la sédition yousfiste, comme on disait à l'époque, ou comme dit surtout Sayah par la suite. Et donc, à la limite, les grands perdants de l'immédiate post-indépendance, c'était les yousfistes. Bourguiba, à partir du congrès de Sfax, sanctionné par la victoire militaire sur le terrain contre les yousfistes, et bien sûr, surtout après le triomphe, l'apothéose que fut le 25 juillet 1957, tout le monde peut se poser la question, qu'a-t-il besoin de nous faire un nouvel épisode d'épuration? Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Et moi, je vais essayer de formuler quelques hypothèses, pas d'explication, quelques hypothèses, parce que beaucoup d'énigmes restent à dénouer. Donc, cette épuration première du nom a été faite. La deuxième, quel est le statut de ce second épisode? On va essayer de le voir. D'abord, il y a eu immédiatement, un mois après, ou même moins d'un mois après la présidence, l'avènement de la République, il va y avoir de vote de la mise en place de la haute cour, qui va continuer le mouvement d'épuration contre les yousfistes, bien sûr, et de la manière qu'on sait, elle va avoir souvent la main lourde et même très lourde. Et en même temps, tout de suite après, l'année d'après, non, pas même, la même année, il va y avoir deux autres lois qui vont parachever le dispositif. Une loi sur les biens mal acquis et une loi sur l'indignité nationale. Arrêtons-nous sur ce deuxième vocable d'indignité nationale. Bien sûr, il y a un certain mimétisme par rapport à ce qui passait en France. Vous savez, l'épuration française en 44-45 a aussi été judiciaire et juridique. Elle a aussi utilisé une loi qui était nommée d'indignité nationale et qui va toucher beaucoup de monde. Mais cette loi-là va se faire dans des conditions un peu erratiques. Hein. Vous savez, des gens comme Robert Schuman, qui a été emprisonné par les Allemands, va subir la dégradation nationale, alors qu'un personnage aussi sinistre que Papon va passer entre les gouttes. Donc, cette épuration-là avait aussi ses passifs, hein, sans compter qu'il y avait là une sorte de consensus, fait de briques de broc, ce qu'on a appelé en France le résistentialisme gaulo-communiste. Il n'y a pas d'autre oxymore, parce que c'en est une. Donc, cette opération va par la suite être très critiquée. Des gens comme Mauriac ont tout de suite pointé ce moment comment dire, improbable de bascule entre la qualité de citoyen et l'évanescence ou le naufrage dans la qualité de traître. Parce que pour beaucoup de cas, on sait qu'il y a eu beaucoup d'abus dans ceux qui ont été fusillés, il y a eu des femmes tendues. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur la scène française, sinon je ne vais plus en sortir. Mais en tout cas, disons que cette épuration à la française n'a pas toujours été appréciée. Maintenant, s'agissant de l'épuration Bourguiba, je vais essayer de prendre 3 exemples, sinon il me reste beaucoup de temps. 10 minutes max. Ça, c'est le D'accord. Bon, comme j'ai été méchant avec toi, j'accepte. Donc, si vous voulez, on va prendre, je vais vraiment faire au pas de charge, on va prendre à la figure ceux qui vont subir les fourches codines donc, de cette indignité nationale. On va commencer, allez, au hasard, par une figure comme Mohamed Atiyah, qui va être devoir rendre compte de biens mal acquis. Encore que, préciser,
la capillarité et les chevauchements juridiques au moment de l'interrogatoire par le fameux Mohamed Farhat entre l'indignité nationale, les abus de biens mal acquis, le crime contre l'indépendance, tout cela, il se promenait allègrement, sans beaucoup d'égards, pour la justice. Et tous les cas que je vais évoquer sont, et il faut le dire tout de suite, des parodies de justice. Donc, le cas Mohamed Atia, je crois que ça a été expliqué par le menu, par sa propre fille, qui s'appelle M. Atia Belfouja, préfacée par Hicham Jaït, excusez du peu. Donc, la réhabilitation du personnage n'a plus besoin d'être. Tous ceux qui le connaissent, qui ont été ses disciples, je pense à Asdin Gellouz, je pense à plein de gens, à Abdelaziz Qassem, à beaucoup d'autres, ont réhabilité la mémoire du personnage et s'étonnent toujours beaucoup de bourguibistes, proches de cœur ou de raison du bourguibisme, ils ne comprennent toujours pas pourquoi cette figure-là a été persécuté et d'une manière assez atroce, surtout vers la fin, quand il était devenu malade, et qu'en 82, on a dû le déloger s'il n'y avait pas d'intervention d'extrême justesse. Donc, cette figure-là, moi je retiens, pourquoi ça? Je retiens que c'est une figure charismatique, mais d'un charisme particulier, celui d'une intelligentsia naissante, à l'ombre du colonialisme, mais tendu vers ce que attendait l'indépendance. Et je crois qu'il s'est prévalu du fait qu'il y avait, lui, le premier agrégé d'arabe tunisien en France, il s'est prévalu d'avoir formé 28 agrégés d'arabe au moment de l'indépendance, au moment où il a été, où il passait en justice. Donc, ce charisme-là avait un péché aux yeux du combattant suprême. C'était le péché d'être un peu trop autonome. C'est quelqu'un qui était l'ami de Bourguiba, tout le monde le sait, il a même hébergé en France, ils étaient sur les mêmes bancs de Sadiki, tout ça c'est assez connu. Mais tout à coup, cette vindicte soudaine, on va émettre l'hypothèse qu'elle était un peu due à cette intransigeance ou à cette autonomie farouche de cet illustre sadikien si jaloux de son indépendance par rapport au niveau de Stoul, à Bourguiba et à la politique en général. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est un cas beaucoup plus connu peut-être, celui de Ben Ammar, bien sûr, de Fahar Ben Ammar. Là encore, beaucoup de travaux ont été faits, la figure de Tahar Ben Achour a été largement réhabilitée. Ben Ammar, que ce soit par de travaux universitaires comme celle de Fawzi Sbah, qui est une excellente thèse, celle de Chedli, son propre fils, Chedli Ben Ammar, ou de Khalifa Chad, qui nous a faussé compagnie aujourd'hui, j'aurais voulu l'écouter. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails, on sait qu'il a été, pour une scabreuse histoire de diamants, qu'on lui a reproché plein de choses, après une histoire d'impôts vers la fin, en fin de compte, l'interrogatoire infamant de Mohamed Farhat a été, au bout de 5 ou 6 mois de prison, pour sa femme et pour lui, le verdict était l'acquittement de la non-voleuse de bijoux et 30 millions d'amendes un peu injustifiées juridiquement, puisqu'il touche une période qui devait être prescrite. Enfin, on n'est pas à une injustice près, à un coup de canif près au droit avec Mohamed Farhat. En tout cas, les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi cette figure-là? Moi, j'ose encore une hypothèse. Cet homme-là était un compagnon de route de Bourguiba, n'en pas douter, comme Schnir, comme d'autres, qui ont, au moment du dernier quart d'heure, comme on dit, étaient très très proches. Ça, personne. Mais là encore, cet homme qui était député et qui a été jugé sans même la levée de son immunité parlementaire, était aussi par trop autonome. Peut-être ça. Peut-être qu'il ne voulait pas s'enrôler dans une sorte de mouvance bourguibiste. Il y avait ce péché d'autonomie encore une fois. Maintenant, je reviens à la figure centrale de notre colloque, qui est Mohamed Salah Mouzaï. Là, tu me donneras quand même
quelques minutes. Les 5 minutes, c'est tout à fait légitime. Oui, oui, d'accord. Plus 30 secondes de plus, on négociera tout à l'heure. Donc, le cas de Mohamed Mzali, apparemment, si on en juge par rapport aux autres, il s'agit d'un homme, la vindicte serait bourguibienne, serait un peu plus justifiée. Mais à y regarder de près, ça n'est pas si évident que ça. Voilà un homme dont Bourguiba lui-même dit la chose suivante. Je vais essayer de la retrouver. Dans une lettre à Wassila Bourguiba, qui date du printemps. Je ne l'ai pas, je vais en dire la substance. Non, c'est 54. Ouais. Ah oui, voilà. Elle est là, elle est là. Enfin, il y a deux versions concurrentes, quoi. Selon Mohamed Salah Hamzali dans ses mémoires, il dit qu'il a envoyé Rachid, son propre fils, pour négocier le fameux projet présenté tout à l'heure par Sid Ahmed et avoir l'aval de Bourguiba, qui était un sésame, pouvoir l'imposer à l'opinion, aux Destouriens, aux néo-Destouriens, etc. Bourguiba dit non. Il prétend qu'il a vertement tensé l'héritier de Mohamed Salah Hamzali, et il dit la chose suivante. Je lui ai dit que son père a commis une véritable trahison, qui n'excuse ni l'ignorance, ni la contrainte. Il a marché avec nous. Tenez-vous bien, ça c'est important. Il a marché avec nous pendant le ministère Chenil. Il a été réprimé avec nous. Il a même continué à conseiller le Bey dans le sens national durant le ministère d'Al-Pakouche. Bon, suite tout à l'heure, un jugement beaucoup moins amène par la suite, mais je me contente de cette partie-là, tout en disant qu'elle est tronquée, pour dire qu'en fait, il a un lourd passif aux yeux du débat. La fameuse question de la souveraineté. J'y reviendrai. Mais cet actif-là, celui d'avoir soutenu l'Union, d'avoir été avec nous, comme il dit. Cet actif-là, pourquoi il est passé par perte et profit? C'est la première chose. La figure d'argumentaire, si vous voulez, de Mohamed Salah Hamzali, était que, au fond, il n'était pas question à l'époque de la politique des États, mais c'était un gradualiste. C'était un homme qui croyait à l'indépendance du pays, qui croyait, mais dans un horizon où le peuple n'aurait aucun rôle et qui serait un peu plus lointain que prévu. Après tout, dit-il, et ça c'est important, après tout, dit-il, la co-souveraineté, c'était un moment, advient dans une situation de non-souveraineté. Donc c'est une avancée. Bon, que du bon sens élémentaire. Et le bon sens élémentaire et apparent en politique n'est pas toujours le plus, comment dire, pertinent. Par rapport à cela, que dit Bourguiba? Là encore, supporter une autre citation. Je vous mets un peu les papiers. Voilà. On peut être tenté de croire que Mohamed Mzali et son équipe n'ont peut-être pas compris, n'ont pas saisi la portée réelle de l'offre. Mais de quoi ils se mêlent dans une affaire qui les dépassait? Ces ministres ont pris la terrible responsabilité d'intervenir en pleine bataille, d'ordonner la cessation du combat en acceptant au nom de la Tunisie une offre qui impliquait un aveu de défaite, alors que, les lunettes sont vraiment nulles, alors que la victoire était encore possible. C'est précisément en pareille circonstance que l'on voit à quel point le choix peut être difficile en politique. Et c'est au chef responsable de la bataille qu'il appartient d'apprécier les circonstances des étapes et la valeur du compromis. Je vais vous demander une dernière phrase. Et je suis persuadé d'ailleurs que certains parmi les historiens croyaient eux aussi que les réformes Voisard apportaient un progrès. Certains peuvent penser à Dénuire, évoqué tout à l'heure. Mais parce qu'ils avaient pleinement confiance en moi,
ils m'ont suivi quand j'ai dit non. Je retiens deux choses dans cette citation, elle est vite, c'est que de quoi ils se mêlent, et de quoi ils se mêlent, ça veut dire qu'ils ne font pas partie du sérail. Vous n'avez pas, votre puissance n'est pas adossée à ma gloire, à une gloire qui est la mienne. Et le deuxième cas, le deuxième fait, c'est que même ceux qui pouvaient vous suivre, dans la mesure où ils me font confiance, à la limite, ils sont absous. Ils ne sombrent pas dans l'indignité. Donc, si vous voulez, cette notion d'indignité nationale, rabattue sur des figures, le complice un peu autonome, l'ancien camarade intellectuel autonome, et un homme du Marzen qui se trouve être un homme de la méritocratie marzénienne, mais dont le patriotisme ne fait pas de doute, mais qui s'est trompé réellement, qui n'a pas eu la lucidité de Bourguiba, mais qui devait le payer cher. Donc cette indignité nationale rebâtie sur des figures qui méritent, à mes yeux, d'être réhabilitées aujourd'hui dans l'histoire, sans que leur manque de lucidité ne soit forcément monté en épingle. Donc, ces figures-là, pourquoi ont-ils été voués à cet exil mémoriel? À mon avis, là je suis vraiment obligé, j'avais prévu une péroraison incroyable, mais là je vais faire court, si vous voulez, parce qu'il cadre mal avec le récit bourguibien. Le récit bourguibien qui est celui, au moment de la transfiguration de la Zaham à première manière, qui supporte les compromissions, la composition, les alliances de classe avec quelqu'un comme Tahar Ben Ammar et tout ça, vers la ri'asa, vers, si vous voulez, ce leadership présidentialiste qui n'est pas partageux. Ce leadership-là on peut déléguer l'intendance, on peut déléguer même une partie du charisme, mais le leadership ne se partage pas. Et c'est c'est pour ça que ça me permet de lire que ce moment un peu infamant, cette indignité nationale appliquée à des gens qui étaient globalement dignes nationalement, c'était l'annonce de l'autoritarisme qui vient. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Nous attendons vos questions, vos précisions, vos remarques. Siles Juini. Merci beaucoup. Merci à nos deux conférenciers. C'était passionnant. Juste une remarque. D'abord, où je partage avec vous une information à propos de la visite de Rachid Mzali à la Galite pour voir Bourguiba. J'ai reçu un appel tout à l'heure de la belle-fille de Mohamed Salah Mzali qui a vécu ces moments et qui me dit, je réaffirme qu'il a effectivement été demandé l'accord de Bourguiba et que Bourguiba lui a dit, allez de l'avant, pour faire simple. Je partage avec vous cette information qui, je pense, est digne de foi. La deuxième chose que je trouve extrêmement intéressante dans ce fameux discours, parce que je crois que c'était au congrès de la victoire, les derniers éléments que vous nous avez lus, c'est extrêmement intéressant parce que la rhétorique qui développe Bourguiba, c'est que ce qui justifie finalement le fait de choisir la bonne voie, c'est de choisir le chef. C'est-à-dire qu'il justifie la décision convenable par le fait d'être dans les pas du chef. Et là, c'était votre conclusion à propos du leadership qui ne se partage pas, et ça nous renvoie tout de suite à ce que nous disait tout à l'heure Sami Al-Machat. À partir du moment où on commence à parler fusion et que, d'une manière ou d'une autre, le Cheikh Albi semble revendiquer un statut supérieur et donc une mise en cause du leadership de Bourguiba sur le terrain, ça devenait absolument intenable et il l'a payé en étant totalement marginalisé. Donc voilà, c'était juste quelques réflexions et merci encore pour vos interventions. شكرا سيد الرئيس. عجبتني برشا الحكايه بتاع التطهير، وحسيت ثم فرق بين التطهير او اللي صار بعد الثوره في تونس. نحس انا اللي عمله المرحوم بورقيبه بعد الاستقلال هو عباره تطهير المنافسين السياسيين
هو تطهير ضد المنافسين السياسيين أكثر منه تطهير ضد النظام السابق، حسب ما ظهر لي هكذا. لأنه ربما بالعكس، ربما بعد في النظام الجديد هو اعتمد على برشا ناس ربما في النظام نتاعو. ما نعرفش أنا، الشرطة مثلا يحكوا اللي كانت هي تشد في الوطنيين قبل، اللي تو وزارة الداخلية كانت إدارة الأمن تاع فرنسا، اللي كانت تشد في الوطنيين هي نفسها اللي كملت من بعد. لكن الوزير الأكبر شنيق و بن عمار هذوما وطنيين، معناها إلى حد ما أنه دافعوا على الاستقلال نتاع تونس. ربما بورقيبة معناها عمل تطهير على حساب، على طريقة ماكيافيلي أكثر منها تطهير النظام السابق. ما نعرفش، ربما أنت على طريقة ماكيافيلي، يا طريقة معناها منافسين سياسيين لازم نحيهم الكل باش نبقى أنا وحدي. هذا ما نعرفش رأيي، وعلاش أنا ربما تجي تعطيني فكرة من عندك. شكرا. شكرا. Je crois qu'il faut bien distinguer, d'après ce que vous avez dit, l'attitude de Bourguiba vis-à-vis de Salah Ben Youssef, d'une part, et celle qu'il a eue après, avec Sitar Ben Ammar et Mzal. La première, c'était une lutte de pouvoir, à mort. La seconde, il avait tous les pouvoirs, et ces gens-là étaient inoffensifs et sans défense. Mais leurs procès ont eu lieu à une période où il était au creux de la vague, et il lui fallait ces grands procès, grands spectacles. Au creux de la vague. Bourguiba, économique, attention, c'était en 58, etc. Et il lui fallait, pour redorer son blason, faire ces procès, un grand spectacle, et qui était diffusé à la radio, je me souviens, parce que mon père faisait partie de... Et entendre Mohamed Farhat et surtout Baye, le procureur, les condamner à mort pour 3 mois de ministère, où ils ont tout fait, ils étaient plus nationalistes que nationalistes, ils ont tout fait pour que Bourguiba revienne en Tunisie, et c'était la condition avec Ouazzar de leur présence, de leur participation à ce ministère. Voyant que ça ne donnait rien, ils se sont réunis et ils ont démissionné. Voilà, je crois qu'il faut bien distinguer entre ces deux choses. C'est Mahmoud. Je remercie les conférenciers. Bon, permettez-moi de prendre un risque. Tout d'abord, à mes yeux, il est clair que ce procès est indigne de la Tunisie et qu'il faut leur rendre justice, leur rendre leur honneur. Ils ont essentiellement rendu service à notre pays. Quelles que soient les analyses que nous pouvons faire, y compris celle de considérer qu'ils n'étaient pas du bon côté du manche. Ils étaient honnêtes, ils étaient patriotes, ils n'ont pas nui à la Tunisie. Il faut leur rendre justice. Ce procès est un procès inique. Il faut dénoncer, et la meilleure manière de le dénoncer, c'est de restaurer leur honneur. Maintenant, ça, c'est une manière de traiter de pouvoir. Puis-je tenter, m'aventurer en disant que probablement Bourguiba avait une idée de la société nouvelle qu'il voulait édifier. Et que dans cette société, il ne pouvait pas y avoir une place pour le Marzen. Donc c'est une vision de la société future qu'il veut établir. Puis-je également avancer encore un pion en tentant de croire que Bourguiba voulait édifier une société d'égalité et qu'il l'a réussi. Et que si le Marzen continuait d'exister,
la société d'égalité ne pouvait pas être édifiée. Dans ce cas, on déplace le débat. Premièrement, on résout. Dans ce cas, on déplace la problématique personnelle, exercice du pouvoir, haute cour, infamie. Et on pose le problème qu'on tente de le faire, notre ami. C'est de poser les problèmes de société, de classe sociale. Le Marzen, oui ou non, dans la Tunisie qu'on veut édifier. Bourguiba dit non au Marzen. Je suis de ceux qui considèrent que la société qu'on a édifiée a été une société d'égalité. Peut-être, je ne sais comment les choses se seraient passées, mais le Marzen, on le voit au Maroc, c'est indigne des êtres humains. Quand il y a une société divisée en deux, avec un Marzen qui domine, et les autres êtres humains qui sont dans l'indignité et dans la mendicité, c'est insoutenable. Donc, ma question est, est-ce que Bourguiba ne voulait pas, lui et ses camarades, le Léo Destour, leur attachement au peuple, c'est pas rien, est-ce qu'il ne voulait pas édifier une société débarrassée des anciennes élites dirigeantes qui ont fait beaucoup de mal au peuple tunisien? La dynastie husseynite eut ces moments terribles, sa corruption, sa haine du peuple, sa soumission à la torture. Donc, quelle société nouvelle? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de poser la problématique? Quittons les guerres d'ego et essayons de déplacer la discussion sur ce thème-là. Peut-être est-elle aussi pertinente. Merci. Je voudrais surenchérir sur ce que vient de dire Si Mahmoud. À part le Marzen, il y a aussi les dignitaires religieux de la Zitouna qui aussi ont payé le prix par rapport à... Parce qu'on avait 3 castes, la caste des religieux, la caste du Marzen et la caste du peuple. Donc je pense que Bourguiba a voulu se débarrasser de ces 2 castes-là pour avoir un peuple égalitaire. Je voudrais juste, je conviens tout à fait à ce qui a été dit, je partage tout à fait ce qui a été dit, mais je voudrais juste ajouter un élément, peut-être que je me trompe. Hein. Est-ce que Bourguiba n'a pas été aussi sous pression des radicaux du parti? Je pense à Azouz Rbeï, par exemple, qui tenait des propos invraisemblables au sujet de Mohamed Atia, au sujet également de ceux qui auraient ce qu'on a appelé les collaborateurs du temps du protectorat. Donc, est-ce que c'est un élément qui n'a pas beaucoup joué dans cette tentative, dans ces procès honteux de 1958 et même dans l'élimination des Houssétistes, qui a été extrêmement brutale? Au-delà de l'attitude personnelle de Bourguiba, je pense que l'attitude des radicaux, des extrémistes du Néo-Destour a joué un rôle extrêmement important. Enfin, je pense, mais je ne suis pas sûre. L'éradication du Marzen entre dans un programme de société. Tout ce que fait le Néo-Destour et Bourguiba au lendemain de l'indépendance, les premiers jours, c'est un projet progressiste, c'est un projet qui fait, les communistes, du passé faisons table rase. Bourguiba utilise le même. oui. Bon. Bâtir sur du propre. Voilà. Donc,
au lendemain de l'indépendance, c'est comme le dit monsieur, le Mars, Zitouna, la justice charaïque, tout est balayé. Et avec lui, bien sûr, la dynastie husseynite. Tout est balayé. Donc, est-ce que ça n'entre pas dans ce projet de société? De toute évidence, ça entre dans ce projet de société. On ne peut pas avoir ce projet de société si complet, si intégré, sans avoir aussi une vision sur le Marsen. Il faut faire disparaître le Marsen. Je voudrais juste... Je voudrais juste apporter, si vous voulez bien, trois petits éléments. Le premier, effectivement, pour répondre à ce que vous disiez, en tout cas, Mohamed Al-Hamzali se pose la question dans ses mémoires, et il se garde bien d'y répondre, mais en disant, est-ce qu'il n'y aurait pas un Yago qui ourdit dans l'ombre et que ça ne peut pas être les décisions de Bourguiba qui un jour me reçoit à grandes accolades et qui le lendemain me fait condamner. Et il ajoute, en gros, je ne veux pas croire à de la duplicité, donc forcément il y a un Yago dans l'ombre. On peut se poser la question parce que ça peut aussi être de la duplicité. Le deuxième élément qui est très intéressant et qui montre qu'il y a autre chose que simplement la dimension politique, il y a une très belle lettre de Somagne à Bourguiba qui lui dit, mais vu votre position, vu vos succès politiques, etc., mais en quoi avez-vous besoin de mettre en place ces procès qui ne respectent aucune règle du droit, avec des décisions qui ne peuvent donner lieu à aucun appel, où le juge peut juger en dehors de toute règle, etc. En quoi est-ce que vous avez besoin de ça pour asseoir votre pouvoir? Et donc, ça n'est pas qu'une question de pouvoir et ça n'est pas qu'une question politique. Et puis, j'avais un troisième point, mais je l'ai oublié, donc on se contentera de ces deux-là. Alors, dernière intervention, Amel. Bon, je ne suis pas historienne, mais j'ai un certain nombre de données. Moi, je ne crois pas que la position était extrêmement claire au départ pour se débarrasser du Marzen. Mais c'était certainement sous influence de l'environnement qui a poussé Bourguiba à prendre ses positions. Parce que si je reprends par exemple le cas de Aziz Saka, qui était gay de Mestir, de Karouane, et qui a empêché un discours de Ben Youssef à Karouane, et qui était bien sûr bourguibiste, et qui ensuite a été préconisé justement à être Premier ministre, et en l'espace d'une semaine, il s'est retrouvé en indignité nationale avec le procès. Donc, ces fluctuations ne se comprennent pas si on n'a pas un certain recul par rapport à qu'est-ce qui poussait Bourguiba à prendre ses positions. C'est clair que moi, j'ai en esprit que Aziz Saka a été préconisé pour être Premier ministre et très rapidement, ensuite, il s'est retrouvé en indignité nationale. Alors, on ne comprend pas. Et donc, probablement qu'il y a des poussées et un environnement et des calculs politiques plus que des calculs d'appartenance ou de l'histoire, disons, pro-bourguibienne ou pro-nationale ou nationaliste de ces gens-là. Ça d'une part, et d'autre part, de dire les gens de Marsen, c'était tous dans le même sac, c'est faux. Parmi les gens de Marsen, il y avait ceux qui étaient, par exemple, extrêmement nationalistes parce qu'ils soutenaient Mansour Bey, qui était effondré, pleurer tous les armes de leur corps Mansour Bey a été exilé. Et donc, et vous ne savez pas, par exemple, dans cet environnement-là, l'غنية متاع فتحية خيري متاع بورينو شق الموجة وهز منصف بي, etc., qui était chanté dans ces milieux-là aussi. Donc, il ne faut pas avoir une vision très
tranché et une dichotomie claire par rapport à ces choses-là, parce que nous avons vécu à travers l'histoire de nos familles et ce qui nous est rapporté, des choses qui ne sont pas aussi tranchées que ce que l'on pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais un témoignage à dire. Oui, bien sûr. Pardon, je voudrais vous rendre un témoignage rapporté par Hedi Mabrouk qui dit qu'en 1959, il recevait Habib Bourguiba, président, bien sûr, alors qu'il était gouverneur à Gafsa. Et Mohamed Saadallah venait de mourir en détention. Bourguiba lui dit, à propos du destin de Mohamed Saadallah, il lui dit, ce n'est pas moi, c'est la roue de l'histoire qui a écrasé Mohamed Saadallah aujourd'hui et qui m'écrasera peut-être demain. Hedi Mabrouk rapporte cette phrase entre guillemets de Habib Bourguiba en 1959. Je voulais vous donner ce témoignage. Merci. شكرا. بارك الله فيكم في اليوم الرائع، الشيء اللي سمعناه، الشيء اللي شفناه. بارك الله فيكم بالنسبة لبيت الحكمة وبالنسبة للباحثين الأساتذة الجامعيين الكل على الشيء اللي سمعناه اليوم، الشيء اللي شفناه. الكلمة اللي تمسني هي بورقيبة. بورقيبة ماهوش رسول، راهو بشر وغلط كما يغلط الرؤساء الكل في العالم. في شهر جوان 1 جوان اللي تعدى هنية في القاعة هذه جاء حضر لنا لأول مرة تسمع بها في عمرها ما وقعت ان بسيكاتر، طبيب، جابوا لنا طبيب حدثنا على بورقيبة، فهمنا حاجات طبيعي كونه إنسان يعمل هالأغلاط هذه. شكرا. حمزة خليه القائمة مفتوحة. Bien, moi je vais vous rapporter une anecdote familiale. Mon grand-père, Maître Ahmed Hamza, a défendu tous le gouvernement Hamza al-Hamzali, et dont était membre le père de Dr Ali Zaouch, ici présent, c'est Nourdine Zaouch. Mon grand-père, lorsque le président Bourguiba, mon grand-père a fait ses études en même temps que le président Bourguiba à Paris. Et il le connaissait très bien. Et on a une photo où on voit Thalbi à Paris, entouré par tous les Tunisiens qui étaient à l'époque étudiants à Paris, dont mon grand-père. Il y avait les Bouhaj, il y avait Belhaj, il y avait Matri, les 2 frères Matri, etc. Ben. Mon grand-père, lorsque le président Bourguiba est revenu le 1er juin à la Goulette, a interdit à sa femme et à ses enfants d'aller à la Goulette le 1er juin. Il est allé à son bureau le matin, il revient, il pense trouver sa famille à la maison. Évidemment, ma grand-mère ne voulait pas rater cet événement. Et elle est allée à la Goulette avec les dizaines de milliers de Tunisiens, peut-être des centaines de milliers qui étaient à la Goulette ce jour-là. Il a piqué une colère bleue. Pourquoi? Quand elle est revenue, ma grand-mère, il lui a dit « Rodbelek, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» قال لها بورقيبة إنسان باغوث وحسود ويكره البورجوازية. Pour la petite histoire, l'oncle de ma grand-mère, c'est Tahar Ben Ammar. Et 6 mois après, ou quelques temps après, Tahar Ben Ammar a été mis injustement en prison, comme vous l'avez signalé. Donc, la personnalité de Bourguiba, et c'est vrai, il y a une étude psychiatrique à faire, ou psychanalytique,
parce que il y a des choses que nous entendons à travers nos familles et que nous rapportons. Et quand j'entends le discours de le président de l'Académie nous dire qu'effectivement, Bourguiba avait peut-être un projet nouveau pour la Tunisie et l'éradication de tout le système, mais il y avait aussi ce côté personnel qui est assez sombre, à mon avis. Très sombre. Merci. Bon, je ne vais pas intervenir parce que le débat risque de se ramifier, mais juste c'est pour apporter une petite information. Quand il était question de faire juger les anciens ministres et dignitaires du Makhzen pour bien mal acquis, pas pour indignité nationale, il y a eu un premier décret qui donc disposait que les biens mal acquis entre 1945, je crois, et 1956. Et il se trouvait que dans cette catégorie de propriétaires, il y avait une personne très proche ou disant qui avait l'estime de Bourguiba, à savoir Mohamed Chniq. Mohamed Chniq a été un illustre Premier ministre, Makhzen, au temps de Mansour Bey et du temps aussi de Lamine Bey, comme tout le monde sait. Mais Mohamed Chniq, et là je reviens à la psychologie des passions, sans Mohamed Chniq, le congrès du 2 mars 1934 n'aurait jamais eu lieu. Et s'il a été tenu à Qasr Ahlel, c'est parce que tout le travail donc, du textile, du tissage, de la filature qui se faisait là-bas, se faisait dans les fabriques de Mohamed Chniq. Et c'est lui qui a financé, donc, qui a pris en charge la tenue de ce congrès et qui a apporté le soutien à ces jeunes qui étaient appelés sécessionnistes, le Mounchaqin. Donc, Bourguiba avait une dette envers Mohamed Chniq. C'est pour cela que Mohamed Chniq a été élu à la première constituante. Autant que Tahar Ben Ammar. Tahar Ben Ammar, c'est autre chose. Tahar Ben Ammar, son crime, c'est d'avoir signé le protocole de l'indépendance. Point à la ligne. J'ai terminé. Je donne la parole à mes collègues. Allez-y, chacun en ce qui le concerne. Beaucoup de questions ont été posées. Je me suis pas compris une question. Là, il faut bien répondre. Ah ben écoute, tu me donnes la parole, je parle, tu la donnes à madame. Allez-y. Non, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de questions, donc je ne vois pas pourquoi je... Oui, d'abord, autre chose par rapport à ce qu'a dit Nourdine. C'est vrai que c'est le mécène de Bourguiba. N'empêche, ça ne l'a pas empêché de proférer des propos peu amènes à son égard. Je crois que c'est dans le même fameux congrès de la victoire. C'est vrai qu'il y avait quelque chose, une sorte de... Bon, il a dit du mal de tout le monde. De tout le monde, oui. Non, le Chniq, il ne l'a pas entraîné dans un tribunal de l'indignité nationale, mais il pouvait en dire pique-pendre. Oui, il a été... Personne n'avait... Tout mécène qu'il était pour lui. Hein. Non, mais il a été critique à l'égard de Mohamed Chniq. Hein? Il a été critique, Bourguiba, à l'égard de Mohamed Chniq. Et j'ajouterai, au moment où le gouvernement tunisien, le ministère Chniq, avait décidé de déposer cette plainte sous la forme d'une lettre au Conseil de sécurité qu'a évoqué Sid Ahmed, Bourguiba n'a pas hésité, d'après les archives françaises, n'a pas hésité à gifler Mohamed Chniq parce qu'il refusait justement... Oui, à gifler Mohamed Chniq, a usé de violence à son égard parce qu'il n'a pas... Parce qu'il n'a pas... Oui, si. Non, si, il a été violent à l'égard de Mohamed Chniq parce qu'il refusait de signer la lettre et de saisir le Conseil de sécurité qui se réunissait à Paris, d'ailleurs, cette année-là. Donc, oui, je continue. Donc, allez, je vais faire vite. Par rapport à Aziz Rbaï, c'est vrai que Aziz Rbaï, c'était le cancre dénoncé par Mohamed Atiyah qui a été expulsé. Visiblement, on peut faire plus confiance
Mohamed Até a vu sa probité proverbiale qu'a une langue de vipère comme Azerbaïdjan. Donc je simplifie, hein, on est en fin d'après-midi. Donc c'est clair, surtout qu'Azerbaïdjan avait quelque chose à se faire pardonner, il était yousfiste. Donc du coup, mais de là à croire qu'il ait pu manipuler Bourguiba autant que sa superbe. Non, je ne dis pas qu'il l'a manipulé, mais je dis que non, parce que ça, c'est pas vous. Ça a été insinué ailleurs. Il n'a pas été insensible au discours des extrémistes. Hein. Bon, moi j'ai pris l'exemple d'Azerbaïdjan, mais il y avait d'autres étudiants de Sadiki qui ont été expulsés après les événements de janvier 52 et qui étaient des gens sensés. Hein. Bon, il y en a beaucoup parmi eux qui sont décédés, donc je ne vais pas citer de nom. Mais j'ai eu des contacts avec eux à titre personnel et ils ont été extrêmement durs et très, très critiques et vraiment de manière extrêmement forte hein, à l'égard de Mohamed Até. Et ils savaient pertinemment que c'est un parent à moi. Donc, il n'y a pas que Azerbaïdjan. Hein. Bon, ça, c'est caricatural à la limite, Azerbaïdjan, son propos. Mais il y avait des gens qui étaient des gens sensés. Et qui ont tenu des propos extrêmement durs à l'égard de Mohamed Até, hein, le qualifiant de traître, de collabo, et des termes extrêmement forts. Hein. C'était pas des termes juste pour dire bon, il n'a pas été sympa avec moi. C'était pas ça seulement. Hein. C'était des termes extrêmement forts. Non, ce que je voulais dire, c'est pas qu'il y ait des gens comme ça qui puissent proférer des choses ignominieuses, c'est possible. Mais ce que je dis, c'est que Bourguiba, à cette époque-là, avant sa fameuse dépression, à cette époque-là, où il avait pratiquement victoire sur victoire, il a gagné Sfax, ce qui n'était pas gagné d'avance. Ce qui n'était pas acquis, mais... Ce n'était pas gagné d'avance. Ouais. Il a réussi de manière assez en majesté, j'allais dire. Il a dirigé de maître les débats de la Constituante. Il a fini président de la République incontesté, y compris par Ben Salah, y compris par beaucoup de gens. Je vais revenir à Ben Salah tout à l'heure. Donc, ce Bourguiba-là, au temps de sa majesté, parce que c'était un nouveau monarque, je crois que c'est Tmar Ben qui dit dans la préface je l'ai vu tout à l'heure, hein, qui parle du nouveau Mars. Donc, moi, ce que je veux dire, Bourguiba n'était pas, à ce moment-là, perméable aux petites combines. Ça n'était pas le Bourguiba fragile devant Saïd Essessi. On n'est pas en 86. À l'époque, c'était autre chose. C'est pour ça que moi, j'accrédite mieux le récit selon lequel Bourguiba voulait, en un mot, la République bourguibienne avait besoin de collaborateurs. Et le discours, si vous voulez, le réquisitoire de Mohamed Farhat, qui était quand même l'homme fort, le patron de la justice tunisienne, le patron de la justice de Bourguiba, pendant des mois et des mois, sinon des années, cet homme-là, ce réquisitoire, c'était la fabrique d'une collaboration fictive qui n'a jamais existé. Ni Mohamed Até, collaborateur, ni Mohamed Amar, ni même Mohamed Salah Hamzali. C'était des cas complexes. Le plus complexe de tous, c'est celui de Mohamed Salah Hamzali, qui est notre propos aujourd'hui. Mais je ne crois pas, je crois que Bourguiba le savait. Il fallait un récit du leadership nouveau. Ce leadership-là suppose, tu as raison, suppose une certaine idée du Makhzen. Cette certaine idée du Makhzen était aussi fictive. Je vais te dire pourquoi, Mahmoud. Parce que le Makhzen est une notion, Fitoun, ça n'est pas le Maroc, Fitoun c'est très ambigu. Parlons-en. Farhat Hached avait ses entrées au Makhzen. Ben Salah avait ses entrées au Makhzen. Pas seulement avec Mansour Bey. Par la suite aussi, Ben Youssef avait ses entrées avec les enfants du Bey. Il y a ces gens-là, Bistour avait ses entrées au Makhzen. Le Makhzen, c'était aussi Mohamed Salah Hamzali qui était moderniste. Je ne cherche pas qu'une grande partie du Makhzen était nécessairement contre les réformes modernistes annoncées ou prochaines. Je ne le crois pas. Je crois que même qu'il aurait pu trouver de solides alliances. Parlons-en, puisqu'on parle de la Zitouna et des Machaïs, qui est le co-rédacteur avec Mestiri du code de statut personnel. C'est qui? C'est Fadl Ben Achour lui-même. Donc c'est Fadl Ben Achour, qui était le conseiller proche, rapproché de Mestiri. Donc
ces notions-là de Meshaïr, de Zitoun et de Marx, il ne faut pas les emprisonner, les enfermer dans des notions binaires, pas du tout. Ce monde-là, mais par contre, ce monde-là ne cadre pas avec le leadership non partagé, comme j'ai dit tout à l'heure, de Bourguiba. C'est ça le problème. Quand il dit qu'il faut bâtir sur du propre, ça veut dire qu'il faut que ces gens-là s'éloignent dans ce passé, qu'ils soient rivés à leur passé. Voilà, c'était ça le discours. Qu'ils soient rivés et qu'ils n'en bougent plus. Qu'ils soient définitivement. Donc, à la limite, il forçait une sorte de mémoire à coup de parole de justice. On sait que ça ne marchera pas, ça n'a pas marché de toute façon. La preuve, nous sommes là en train d'essayer de complexifier les arcanes de l'histoire. Donc, le problème, c'est ça. Donc, la question du Marx que Bourguiba avait préventivement, je ne crois pas à cette. Excuse-moi, Mahmoud, mais je crois que c'est une vue de l'esprit, quoi. Je ne crois pas. Je crois que c'était surtout construire sur du propre, comme il dit, c'est-à-dire purifier un autre récit. Honnêtement, le propos de Mohamed Salah Hamzat, à mon avis, quand il, dans son procès, quand il met en cause, quand il essaie de faire de la casuistique autour de la co-souveraineté, je crois que lorsque Bourguiba, au Congrès de la Victoire, le reprend, il le cite six fois. Hein, quelqu'un qui est juriste et qui parle de la chose jugée, c'était limite. Mais il le cite 6 fois en le vilipendant parce qu'il avait commis une sorte de crime narratif. Et ça, c'était impardonnable pour Bourguiba. Parce que le leadership, ça soit sur des actions, il y a un ordre d'action à Bourguiba, mais ça, c'est aussi sur le récit de la gloire, toujours recommencé, du seul, de l'unique, Bourguiba, qui peut déléguer les siens propres, qui a une scène d'activité qui est celle de ses congrès, qui peut parfois être, c'est pas l'égocrate fort, hein, je ne crois pas, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il doit disposer de la grâce et de la disgrâce. En l'occurrence, il avait besoin de cette première scène qui s'appelle celle de la disgrâce, y compris des gens qu'il savait aimer. بعدين من شاهد فتحة 9-3 هاي سيليس faisait peur. Il y avait la nécessité de créer une nouvelle société sur de nouvelles bases. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a eu la création d'un récit du Makhzen. Et notamment, j'avais cité lors du colloque Bourguiba cette phrase dans ses conférences à Leipzig où Bourguiba parle de sa grand-mère, il a une grand-mère Mzali, et il dit il n'a rien à voir avec les Mzali du Makhzen qui ont donné de nombreux caïds du temps du protectorat. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, ce n'est pas qu'elle n'a rien à voir, c'est que la propre sœur de cette grand-mère était mariée au Khalifa Salah Hamzali et que l'autre sœur de sa grand-mère est l'aïeule de Mohamed Salah Hamzali. Donc déjà, premier élément, il se met à distance artificiellement pour marquer que le Makhzen, c'est autre chose, ça n'est pas nous, et donc, en gros, choisissez votre camp. La deuxième chose, quand il dit de nombreux caïds du temps du protectorat, il associe le Makhzen au protectorat, alors même que le Salah Hamzali dont je parlais, lui, il était caïd ou califat avant le protectorat, dès 1860. Donc, on reconstruit un récit où le Makhzen, ce sont des collabos par essence, je simplifie, mais c'est un peu ça, et donc il faut faire table rase, ça justifie les procès, ça justifie leur élimination de la scène, et ça justifie du coup la création d'une société nouvelle, ce qui arrange bien tous les compagnons de route, parce que ça veut dire qu'il y a de nouvelles places sociales à prendre. C'est vrai. C'est la nette. Juste un moment, 15 secondes. تفضل جاوبك انت سيد الرئيس فيما يخص طاهر بن عمار والمحاكمه نتاعو كيفاش بورقيبه غار منه كيفاش هو مضى للاستقلال. بورقيبه راهو قاري الحقوق في باريس وعاش لا 4 ريبوبليك من اولها لاخرها. كيفاش ما يعرفش كونه رئيس الحكومه هو اللي يمضي 3 جمعات قبل مبارك البكاي رئيس الحكومه المغربيه في الكي دورسي يصحح استقلال المغرب. اذا حاجه طبيعيه بورقيبه ما نجمش ما يعرفهاش. هذه نسمع فيها مليون نسخيه.
الكبار كلهم يغايد منهم كيفاش هو مضى على الاستقلال، هو اللي مضى ماهوش معقول يعرفها بورقيبه حاجه سهله ياسر. شكرا. Connaître le droit est une chose, agir autrement en est une autre. Et Bourguiba, un excellent acteur, était capable d'inventer un narratif propre à lui, quitte à prendre des distances par rapport à l'histoire. Ouais. Et justement, concernant Tarm Lamar, une toute petite parenthèse que je ferme immédiatement. Savez-vous pourquoi Tarm Lamar a été inculpé alors qu'il était député? Donc choisi par Bourguiba lui-même pour se présenter sur les listes de ce qu'on appelait à l'époque Al-Jabha al-Wataniya, Front National. Parce que Bourguiba, juste avant la proclamation de la République, a demandé à Tarn Ammar de faire une déposition contre Lamine Bey, selon laquelle Lamine Bey a demandé au commissaire de France, Roger Seydou, de ne pas mettre la police ni le Makhzen mobile sous l'autorité de Mougisli, ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Bourguiba avait besoin de ce témoignage pour le produire devant le sultan de Maroc pour justifier justement l'abolition de la monarchie tunisienne. Donc, Bourguiba, c'est un animal politique. Il savait calculer ses coûts, trouver les mobiles, arranger l'histoire, donner le narratif qui lui convenait le mieux. Et ces conférences à Leipzig en 1973, ce n'est pas des références pour les historiens, c'est un témoignage qui vaut ce que ça vaut. Et sur certains points d'histoire, plein d'erreurs naturellement, et certains collègues l'ont fait. Donc, Bourguiba, comme toujours, hein, il s'impose à toutes les assistances. Bourguiba, effectivement, était anti-Makhzen. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas récupéré un certain nombre de dignitaires du Makhzen pour en faire des gouverneurs. Voilà pourquoi. Parler justement de place sociale. Il y avait 37 caïdas sous le protectorat. Il y avait des places pour les caïds, pour les khalifas, souvent, ce sont leurs propres fils. Mais au moment où on a remanié le système administratif tunisien, les 37 caïdas sont devenus 13 gouvernorats. Et les 13 gouvernorats, il n'y avait pas assez de place pour les néo-destoriens qui étaient là à briguer des postes, ou s'ils voulaient avoir donc une sorte de récompense pour leur militantisme, et les gens se bousculaient au portillon pour remplacer les caïds. Il a gardé 2 ou 3 caïds dans Hadi Mabrouk. Hadi Mabrouk كان قايد تاع سبيطلة في عهد الحماية الفرنسوية, puis il est devenu caïd aussi à Gabès au moment où Salah Ben Yousf devait traverser la frontière au mois de janvier 1957. Voilà. Je pense que nous avons fait un tour d'horizon. La discussion n'est pas épuisée. Demain, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je vous remercie pour votre endurance. C'est bon.